nouvelle saison, nouvelle déco, mais le concept reste le même. Un invité nous rejoint afin de parler de son œuvre. Aujourd'hui, nous recevons Mladjao. Mladjao, bonjour. Bonjour. Très bien. Alors, vous êtes un jeune auteur, on peut vous qualifier de jeune auteur. Oui. Ouais. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va vous présenter. Alors, moi, ce que je sais de vous, c'est ce qui est sur la première page de couverture de votre livre, qui est là. Hein. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, on lit que vous êtes venu à Paris en 2001 pour des études de sciences politiques, et que depuis, vous vous êtes installé et puis vous vous êtes lancé dans l'écriture. Ouais. Vous avez d'autres choses à rajouter sur ce Oui, mais là, ça veut dire que vous n'avez pas lu le premier livre. Parce que le premier livre raconte en détail ce que je suis. Mais je veux bien faire un petit résumé pour vous. Donc, je suis né aux Comores en 81. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai eu mon bac. Donc, à l'époque, c'était la première année de l'université. Même, c'était pas l'université, c'était un institut. Donc, il fallait partir, comme tout le monde, pour faire des études supérieures. Donc, je suis venu en France pour commencer un cursus en sciences humaines et sociales, mention théorie politique, mention sciences politiques et spécialité théorie politique. Donc, j'ai eu mon dernier diplôme dans ce cursus, c'est un Master 2 en théorie politique. Voilà. Et depuis, je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec ça. Qui fait partie des choses que j'explique dans mon premier livre, les difficultés par rapport à l'orientation et tout ça. Mais je travaille dans le e-commerce et dans mes temps libres, je me donne à ma passion, c'est-à-dire l'écriture. Ah, très bien, alors vous avez raison de le souligner, hein, je n'ai pas lu votre premier livre, qui d'ailleurs, on le rappelle, s'appelle Rentre ou ferme-la. Ouais. Hein, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous donner les coordonnées pour vous le procurer, ce livre-là. Nous, on vous a fait venir aujourd'hui pour celui-là. Ouais. Si Hatim veut bien zoomer sur le livre en question, voilà, il est là, ça s'appelle Juste dans son injustice. Pourquoi on vous a invité pour ce livre-là? Alors, on va commencer par la première page de couverture. On va essayer de tenter de l'expliquer. Parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, une première page toute noire, juste dans son injustice, c'était un peu bizarre, ça sentait un peu l'histoire macabre. C'est pas trop ça. Alors pourquoi ce choix d'une page toute noire et d'un titre, c'est un oxymore? C'est un oxymore. Bon, alors, pour ce qui est de l'esthétique, bon, effectivement, il y a que de l'esthétique déjà, mais il y a quand même un lien avec ce qui est dans le livre. Il y a un peu pas de macabre, mais un peu de tristesse par rapport à ces gens qui se perdent dans le désert, dans le Sahara. Tous ces subsahariens qui perdent une grande moitié de leur vie pour monter en Occident. Oui, tous ces noirs aussi, bah oui, hein, subsahariens, c'est souvent des noirs. Donc il y a un petit lien avec cette couleur. Et puis, juste dans son injustice, effectivement, c'est un oxymore, mais ça veut dire quoi? Ça relève de la philosophie religieuse musulmane qui veut que Dieu est juste même dans ce que nous considérons injuste chez lui. C'est-à-dire que si au hasard vous êtes né avec une maladie incurable, vous posez, et c'est d'ailleurs légitime, vous posez des questions à savoir pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie qui fait que qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Vous n'avez rien fait de votre vie puisque vous êtes né avec. C'est-à-dire que vous n'avez même pas un bilan négatif. Et vous êtes né avec une maladie incurable, vous vous interrogez le pourquoi ça tombe sur vous. Mais même dans cela, on vous dit qu'il faut dire que Dieu est juste. Parce que nous, en tant que croyants, on dit que tout ce qui se passe dans la vie, c'est décidé par Dieu. C'est assez fataliste quand même, comme... Oui, mais par exemple, on vous dit que peut-être il y a des bienfaits qui sont derrière ce que vous considérez comme injuste chez lui. Donc, on vous apprend à dire que il y a une justice, ou bien il est juste même dans ce que vous considérez injuste. Donc, c'est une part de philosophie qui a un lien avec ce personnage qui se demande pourquoi il est né dans cette situation de pauvreté, pourquoi il a fallu qu'il ait ses origines contraires de Mchenzi, pourquoi tout ça, voilà. Alors, on va rester encore quelques secondes sur le titre. Parce que le titre, on le découvre à la page 12. Et on comprend qu'en fait, on parle de Dieu.
Et il y a beaucoup de doutes par rapport à la religion, par rapport à Dieu. Mais le personnage principal se ravise tout de suite. Alors je ne sais pas si c'est l'auteur qui se cache derrière le personnage principal pour critiquer à un moment donné l'injustice divine pour ensuite se raviser et dire « Ah non, mais non, c'est bon, Dieu est juste, même quand il est injuste. » Et d'ailleurs, il y a une expression en comorien, je pense que peut-être que vous avez tiré le titre de là, on dit Dieu a bien fait, même quand, enfin, on dit souvent ça quand il vous arrive un malheur ou un mal. Ouais, c'est ce que je disais, tout à fait. Bon, alors vous dites, est-ce que c'est l'auteur qui se cache derrière le personnage pour exprimer ses doutes? Ben, écoutez, moi je suis croyant, mais la croyance n'exclut pas le doute. Vous avez le droit de temps en temps de douter, mais le plus important c'est que vous reveniez. Hein, on est tous des humains, on a nos faiblesses. Quand d'ailleurs on dit que Dieu vous teste dans votre croyance. C'est pour ça que souvent vous avez des malheurs, vous avez ce genre de choses. Effectivement, moi je ne vais pas me cacher, des fois ça m'arrive de me dire, bon, pourquoi tout ça? Il est où Dieu? Mais bon, Dieu merci, j'ai encore cette croyance qui fait que je reviens sur la croyance. Voilà. Alors, Mrikaou, c'est pas moi, c'est pas mon histoire, mais j'ai voulu, à travers ce titre, à travers cette petite part de philosophie que j'ai glissé par-ci par-là, un peu glisser un peu de, peut-être ça relève un peu de ma formation philosophique, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait de la philosophie politique, la théorie politique, ça relève un peu peut-être de ma formation universitaire qui a fait qu'il a fallu que je glisse un peu de philosophie dans ce roman. Alors, on ne va pas dévoiler toute l'histoire, mais c'est l'histoire de plusieurs personnages d'ailleurs. Le personnage central s'appelle Mrikaou. On suit comme ça d'autres personnages aux Comores, en France, au Maroc, en Afrique, etc. On voyage pas mal avec ces personnages-là. Et à un moment donné, puisqu'on parle de ça, le personnage se révolte contre Dieu et il se pose une question. Est-ce qu'on doit se battre pour Dieu, lui qui est tout puissant, qui peut tout faire? Pourquoi les gens vont se battre physiquement, détruire des temples, frapper des gens, pour celui qui est tout puissant, qui peut tout faire? Et cette question-là reste quand même en suspens. Ouais. Oui, souvent, il ne faut pas tout le temps apporter des réponses. La réponse se trouve souvent dans la question. C'est-à-dire, à travers cette interrogation que je fais à travers ce personnage, je pense qu'il y a la réponse là-dessus. C'est-à-dire que ce personnage se demande, à un moment donné, on est dans un village où il y a quelqu'un qui s'est converti au bouddhisme, d'accord? Et le village, en tout cas, il est dans une mosquée, et on incite les jeunes à aller détruire le temple du monsieur au nom d'Allah. Il faut qu'on aille protéger la religion d'Allah sur notre territoire. Et donc lui, il se demande, est-ce que Allah a besoin qu'on se batte pour lui? Parce que quand même, Allah, c'est le plus puissant, Allah. C'est quand même renier la puissance de Dieu que de considérer qu'on va se battre pour lui. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas les moyens de se battre pour lui-même. Parce que si vous dites, je veux me battre pour Dieu, je veux défendre Dieu, c'est que vous considérez qu'il a besoin de votre aide. Alors que... quand même vous apporter une réponse alors. Il y a une réponse. Il y a une réponse. La réponse est dans la question. Explicitement, Mladjao, puisqu'on est entre nous explicitement, vaut mieux laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire, même si c'est en dehors de ce que Dieu a considéré bon, plutôt que d'aller les combattre. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le jugement dernier. Si le jugement devait se faire ici, et d'ailleurs, c'est quand même se mettre à la place de Dieu que de vouloir juger les gens à sa place. C'est aller à l'encontre de ce qu'on dit quand on considère qu'on aime Dieu et aller jusqu'à se mettre à sa place pour juger les gens. Alors que lui, il a décidé d'un jour, il s'est octroyé le droit de juger ses créatures. Donc, je pense que c'est pas aux gens de juger les autres, à chacun sa relation avec le Tout-Puissant, d'accord? Et il n'a pas besoin de vous pour le défendre, il est assez puissant tout seul pour défendre ce qu'il a envie de défendre ou ce qu'il a envie de faire. Donc, effectivement, la réponse est là-dedans. Je pense que c'est pas aux gens de juger les autres, à chacun, et d'ailleurs, il le dit dans son saint livre,
Waliyakum dinukum, waliyadin, à chacun sa religion. Tout simplement. D'accord, très bien. Alors passons à un autre thème que moi j'ai trouvé très intéressant parce qu'il est rarement abordé dans la littérature comorienne. C'est le thème des origines de certaines populations des Comores qui ont des origines, on va dire, africaines. Les Comoriens, ils aiment aller se rattacher à des origines arabo-chiraziennes, musulmanes, etc. Vous, votre héros, votre personnage principal, a des origines Makua, cette population qui vient principalement du Mozambique. On le vilipende pour ça en place publique, on le critique, etc. Alors, pourquoi ce choix d'avoir choisi un héros descendant d'esclaves? Pourquoi avoir choisi un héros descendant d'esclaves? Alors, moi je vous reprends, je ne pense pas qu'on soit d'origine Makua. Je pense qu'on est... Origine, c'est comme si on a des ancêtres qui viennent... Moi je pense qu'on est Makua ou on est africain du continent, c'est juste qu'il y a une partie qui est venue sur nos îles. Je ne renie pas le fait que nous avons une culture qui est mélangée aujourd'hui. Ça fait partie de nous. Nous avons une part de culture arabe, une part de culture indienne, une part de culture africaine, moi je pense à majorité, une part de culture islamique, d'accord? Mais cela ne fait pas de nous, par exemple, des Arabes. C'est pas parce qu'on a une part de culture arabe qu'on est arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, j'ai choisi un héros qui a des ascendants Makua pour un peu tordre le cou à cette façon de dénigrer une part de nous-mêmes. Parce que moi, je n'appelle pas ça racisme. J'appelle ça de l'autodénigrement. Parce que faire du racisme, c'est considérer qu'on est d'une autre race et qu'on dénigre les autres. Même si aujourd'hui, on dit que la race n'existe pas. Mais je pense que ceux qui nous écoutent comprennent ce que j'entends par race, c'est-à-dire couleur ou oui, couleur, voilà, couleur blanche ou noire. Donc, je pense que c'est de l'autodénigrement. Moi, je considère que nous sommes des Noirs, d'accord, nous sommes des Noirs, et que je pense que beaucoup d'historiens démontrent le fait que beaucoup d'entre nous viennent, et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup besoin d'historiens, on n'a qu'à regarder notre langue. Quand on regarde notre langue par rapport au Swahili, on comprend très vite que nos origines sont un peu vers là-bas. Alors d'autres vont nous dire, il y a des linguistes qui disaient « Oui, mais notre langue, il y a 90% de mots qui sont arabes. » J'ai dit, il faut écouter aussi le Swahili. Le Swahili, c'est pareil. Est-ce que c'est pour cette raison que les Tanzaniens qui ont vécu à un moment donné, c'est-à-dire les gens de Zanzibar, qui ont vécu à un moment donné avec les Arabes omanais, se considèrent arabes? Non, ils ont leur part de culture arabe qu'ils ont reçue à travers leur histoire, parce qu'à un moment donné, Zanzibar, c'était une capitale d'Oman. Est-ce que c'est pour cette raison que les Zanzibaris se considèrent arabes? Non, ils ont le temps arabe, et d'ailleurs le temps arabe qu'on joue aujourd'hui vient de là-bas, mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient arabes. Ils n'ont jamais postulé à la Ligue arabe. Donc ce n'est pas parce que notre langue a une grande part de mots arabes, ou c'est pas parce qu'on a une part de culture arabe qu'on va finir par dire que nous sommes des Arabes. D'ailleurs, il faut juste prendre un Comorien et le mettre au Caire ou en Jordanie et lui dire, bon, parle avec tes amis arabes, on va voir si vous allez vous comprendre. Justement, cette origine Makua, est-ce la conséquence des nombreux noms en Shikomori qui existent dans votre livre? D'ailleurs, le personnage principal, Rikaou, on a Kariji, on a plein d'autres noms comme ça, mais purement, on va dire, comoriens. Chose qu'on n'a pas l'habitude, encore une fois, d'entendre, que ce soit dans la littérature ou dans la vie quotidienne, on entend des noms arabisés, en fait, souvent. Oui, il y a une part de noms arabisés, comme je l'explique dans le roman. C'est-à-dire que j'ai voulu, à travers les noms, parce que quand vous regardez l'ancêtre de Rikaou, un nom typiquement Makua, ou en tout cas typiquement africain continental, j'ai voulu montrer à travers la progression des personnages vers notre temps d'aujourd'hui, montrer, il y a deux choses là-dedans, montrer l'arabisation de nous
C'est-à-dire que quand vous regardez... D'ailleurs, l'islam n'est pas né aux Comores, l'islam a été importé. Et souvent, l'islam, quand on importe l'islam, c'est avec l'arabisation aussi. Hein? Aujourd'hui, souvent, moi j'appelle ça, c'est l'empire, comment dire, j'avais utilisé un mot une fois, c'était l'impérialisme arabe à travers l'islam. Voilà. C'est-à-dire que nous avions nos noms, on les a abandonnés vers des noms. Moi, je m'appelle Mladjao, c'est typiquement Mladjao, c'est mon ancêtre, Abdul Anlim. Rien que sur mon nom, on voit la progression. C'est-à-dire, on avait un nom qui est le nôtre, et on l'a abandonné, jusqu'à aujourd'hui, on le dénigre. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Mlikaou, les gens ils vont rigoler, Mchangama, les gens ils se moquent. Mais le nom qui est considéré le plus beau, c'est quand vous dites Abdul Halim, Abdillahi. À la limite, ça c'est peut-être religieux, Abdillahi, le serviteur de Dieu. Mais Mramungu, on pourrait dire ça, Mramungu. Pourquoi dire Abdillah ou Abdul Halim? Mramungu, c'est comorien. Et donc j'ai voulu un peu critiquer cette moquerie des noms comoriens et montrer l'impérialisme arabe à travers l'islam. On peut être musulman sans céder à l'arabisation. Voilà, c'est ce que j'ai voulu démontrer par là. Restons dans les noms rapidement des personnages. Alors il y en a, ce sont des clins d'œil à des personnes existantes, je crois. Hein. Oui, je tout pense à fait. notamment à Kakou, hein, Ouais. chef de la douane, etc. Oui. Ceux qui connaissent les Comores et les personnages politiques des Comores peuvent tout de suite faire la référence. C'est bien ça que vous vouliez faire. Non, je vous laisse libre de vos références, mais en tout cas, Kakou est typique d'une certaine élite politique qui sort de la douane, effectivement. Le juge Salim, d'ailleurs vous parlez de la République douanière. Oui, une république douanière. Faut dire que dans l'ensemble du bouquin, ce sont des critiques acerbes sur, on va dire, le dysfonctionnement du système, de la société comorienne, non? Il y a tout un... Alors, en fait, l'idée d'origine, c'est que j'ai voulu un peu apporter une histoire à tous ces migrants. J'ai vu, comme tout le monde, ce qui arrive à nos frères subsahariens. Aujourd'hui, avant, les Comoriens se moquaient de ces gens-là. Et aujourd'hui, les Comoriens s'y sont mis. C'est ce que je dis. Les Comoriens ont l'impression qu'ils vivent sur une roche et que ce qui se passe ailleurs ne peut pas les toucher. C'est l'esprit insulaire. Donc, au début, ils se moquaient des subsahariens comme « Ah, regardez-les, ils prennent des boutres, ils vont s'échouer sur la plage, ou je ne sais quoi ». Aujourd'hui, ils font la même chose. Ils font même des vidéos sur les bateaux quand ils viennent ici. Donc, voilà. Donc, c'était une histoire pour témoigner un peu de ces aventuriers. Hein, et à travers ça, j'ai fait des critiques de la société comorienne, ses travers, de la diaspora, comment elle vit ici. D'ailleurs, vous avez vu l'histoire entre une jeune femme qui est née ici avec un jeune homme qui est venu de là-bas, et ils se retrouvent confrontés avec deux priorités. L'autre qui considère qu'ici il est de passage pour aller construire chez lui. C'est pas une critique, c'est un fait, je constate. Lui, il est venu prendre et repartir. La plupart le problème, c'est que la plupart, ils rentrent jamais. Hein. C'est dans les cercueils qu'ils rentrent. Hein. Mais il y a toujours le mythe du retour. Et la jeune femme qui dit, bon, moi je suis née ici, je veux bien aimer mes origines, aller voir un peu la terre de mes ancêtres, mais quand même ma vie est ici, j'ai envie d'investir ici. Et à un moment donné, ils vont se séparer parce qu'ils ne s'entendent pas dans cette priorité-là. Alors, il y a un autre thème, une critique qui a été quand même forte. Les Comoriens ont un système qui s'appelle le Maniahouli, pour ceux qui connaissent. Pour résumer en bref, c'est l'héritage des jeunes filles, des biens immobiliers. Alors vous dites que ça infantilise la femme comorienne, oui, parce qu'on lui fait tout. Oui, c'est considéré que... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu un article qui disait que la femme comorienne, c'est la plus... Je ne sais plus, c'était la plus protégée ou la plus, je ne sais pas quoi, des pays arabes. En plus, les pays arabes, on fait partie des pays arabes. Bon, ok. Bon, en fait,
Et moi je disais non, c'est au contraire, parce que soi-disant quand on lui construit une maison, hein, le mari vient et que quand il se dispute, c'est le mari qui part. Et ils disent que c'est la protéger. Moi je dis non, c'est au contraire, c'est une façon de la contrôler. C'est-à-dire qu'elle est sous l'emprise du tonton, de la maman, du frère, elle est toujours là. D'accord? C'est une façon de la contrôler. Et même jusqu'à lui dicter son amour, en lui disant que il y a un proverbe qui dit en d'autres termes, ta première famille, c'est nous. D'abord, écoute, c'est des réalités. Il faut d'abord nous écouter, nous. Ton mari, c'est accessoire. Lui, il peut partir. D'ailleurs, tu vas rester ici. Donc moi, je ne pense pas que c'est une protection. Je pense que ça contribue au contrôle de la femme. Voilà, et c'est une façon de la contrôler, de toujours être là, de regarder qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Alors, revenons sur le thème du racisme. Hein. Il y a du racisme des Maghrébins envers les subsahariens, il y a du colorisme des Noirs entre eux-mêmes, surtout des Comoriens envers les gens du continent. Mais par contre, il y a une absence du racisme européen envers les Noirs. Or, il y a une partie de l'histoire se passe en Europe. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? C'est que j'ai fait le choix de parler de ces deux racismes. Je pense que le racisme européen, c'est sur tous les plateaux. Il est dénoncé partout. Donc, ce que je suis d'accord avec. Hein. Moi, il n'y a aucun souci. J'en parle. Voilà, mais sur ce livre-là, j'ai choisi de parler de ce racisme dont les gens ne parlent pas. Alors souvent, moi j'ai fait une vidéo parce que je suis aussi youtubeur, j'ai une chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo où je parlais du racisme arabe, maghrébin, vis-à-vis des subsahariens. Je reçois des insultes, la vidéo a été partagée par Meta TV, c'est une TV un peu underground, voilà. Ce que j'ai voulu expliquer là, c'est qu'il y a aussi, par exemple, l'histoire de l'esclavage, c'est une histoire qui est partagée. Il y a la traite transatlantique, mais il y a aussi la traite arabo-musulmane. D'accord? La traite transatlantique passée par Gorée, en Afrique de l'Ouest, mais la traite arabo-musulmane passée par Zanzibar. Il y a deux portes. Il y a Gorée et il y a Zanzibar. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la traite arabo-musulmane, ça a commencé depuis le 7e siècle. Depuis bien longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore de l'esclavage en Mauritanie. Il y a des leaders qui luttent contre l'esclavage, qui sont en prison aujourd'hui. Et ça continue encore aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de ça? Parce qu'il n'y a pas une communauté noire, même si on peut en rencontrer un peu au Maghreb, comme aux États-Unis. On ne trouve pas beaucoup de Noirs comme aux États-Unis, on ne trouve pas beaucoup de Noirs comme en Amérique latine, d'accord, comme aux Antilles. Mais pourquoi? Et là, je vous renvoie pour savoir pourquoi il n'y en a pas beaucoup. C'est que vous avez trouvé des castrations, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de Noirs dans leur communauté. Il y avait des eunuques et tout ça. Et c'est très expliqué par un auteur qui s'appelle Ndiaye, qui a écrit Le génocide voilé, qui explique à quel point cette traite arabo-musulmane a été catastrophique pour le continent africain. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi une solidarité musulmane qui fait que nous, étant musulmans, on a du mal à parler de ça parce qu'il y a une sorte de solidarité qui nous lie avec nos frères musulmans arabes qui fait qu'on n'a pas envie de soulever ce genre de questions. Mais cette traite-là, qui a encore aujourd'hui des symptômes dans ce racisme primaire, parce que c'est typiquement primaire au Maghreb. Moi, je suis parti souvent au Maghreb, il m'est arrivé de me retrouver bien souvent avec des gens qui faisaient des signes de singe. Il y a encore des étudiants qui font des manifestations au Maghreb pour dénoncer ce racisme qu'ils vivent tous les jours. Et voilà, j'ai voulu un peu parler de ça dans ce livre. Alors, quand l'histoire se déroule aux Comores, elle se déroule principalement dans un village appelé Marougou. D'ailleurs, on peut dire que ce village, c'est carrément un personnage quand même dans le roman. C'est un personnage. On peut noter ça. Et en fait, il n'y a pas de pays, en fait. Il y a des villages
qui ont des prérogatives parfois de pays, hein, ils s'autogèrent, etc. Et ce qui est frappant aussi de noter, c'est que on peut donner une devise quand même à ce village, si ce n'est la devise des Comores. Est-ce que ça ne serait pas injustice, inégalité, absurdité? Absurdité, oui. Absurdité, des fois, oui. Alors, inégalité, ça va très loin, parce qu'à un moment donné, vous parlez de la mosquée, où il y a une porte réservée à une certaine élite du village, que tout le monde ne peut pas emprunter cette porte pour rentrer dans la maison de Dieu. Oui, mais ça, c'est courant au pays. Il y a des... Non, mais une porte d'entrée, quand même. Oui, mais ça relève, comme j'explique dans le livre, ça relève, c'est-à-dire c'est un pays qui vit sur deux jambes. En tout cas, là, il est complet. Bon, il est un vrai bipède sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a l'islam, comme je l'ai dit à un moment donné, l'islam va de pair avec l'animisme, qui, à mon avis, devait être la religion de nos ancêtres déjà avant, ou je sais pas comment on les appelait, avant l'arrivée de l'islam. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'islam, et qui va de pair avec l'animisme, la tradition, le fait qu'il y ait une porte réservée à une certaine élite qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui a à voir avec la tradition qui n'a rien à voir avec la religion, comme aussi la maman de Chaïroy, voilà, l'ami Amrikaou, qui va prier pour que son fils ait le visa, mais qui va voir le Mgangi à côté pour lui demander aussi les faveurs. Donc il prie Dieu Tout-Puissant, Allah, qui est contre l'animisme, mais à côté, il va voir ce Mgangi, qui parle aux esprits, aux ancêtres, ou je ne sais quoi. Donc c'est un pays qui vit sur deux jambes spirituelles, en tout cas. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'émission et on a une petite rubrique qui s'appelle Autoportrait chinois version auteur du livre. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions sans que total. Vous connaissez le principe du portrait chinois. Je vous mets dans une situation et vous dites ce que vous seriez. On y va. Très bien. Alors, si vous étiez un verbe, ça serait lequel? Si j'étais un verbe, ça serait lequel? Dénoncer. Le verbe dénoncer. Ouais. Alors, vous donnez une explication si vous voulez, ou sinon on passe à la question suivante. Je pense que j'ai une nature qui refuse tout ce qu'on dit, c'est comme ça. Je refuse le c'est comme ça et puis c'est tout. Pourquoi c'est comme ça? Non, c'est pas... Voilà. D'accord. Si vous étiez une poésie ou une chanson? Si j'étais une poésie ou une chanson, ça serait Indépendance, Tcha-Tcha, Azipoué. Alors, de qui? C'était une chanson très très connue, Je ne connais pas. chantée au Congo pendant l'indépendance, qui avait accompagné Patrice Lumumba contre les Belges. Je vois Tim qui se moque de moi derrière la caméra. Si vous étiez un prix littéraire? Un prix littéraire. Mes auteurs n'ont pas reçu beaucoup de prix littéraires. Oui. Donc vous n'aimez pas trop les prix littéraires? C'est devenu du copinage souvent. Et qui sont vos auteurs? Moi, je suis trop... alors, moi, les classiques occidentaux, qui sont pas trop français, moi, j'aime Zola, en tout cas pour la France, et j'aime Dostoïevski, Tolstoï, pour la Russie, mais ceux que j'aime le plus, c'est des auteurs africains du type chinois Achebe, Amadou Kourouma, ces grands auteurs africains. Moi, je lis plus de... Il y a une nouvelle qui s'appelle Chimamanda, que j'aime bien. Il y a une jeune femme camerounaise qui s'appelle Leonarda aussi. J'aime bien. C'est plus des auteurs africains que je lis. Par exemple, au Maghreb, Yasmina Khadra. J'ai lu quasiment tout, j'aime bien. Voilà. D'accord. Et enfin, si vous étiez un personnage de fiction? Un personnage de fiction... Denzel Washington. Denzel Washington, oui, mais dans quelle œuvre? L'œuvre que j'ai le plus aimée, c'est le livre d'Élie. D'accord, très bien.
Mladjao, maintenant pour terminer, le dernier mot, peut-être des projets, peut-être une annonce pour nos téléspectateurs qui attendent, qui ont lu vos 2 livres. Je rappelle le premier Entre ou ferme-la, chez Lacan. Le deuxième, il est là, ça s'appelle Juste dans son injustice, paru chez Comédite. D'autres projets sont à venir, on peut déjà les annoncer? Bon, j'ai des projets, j'écris, donc Trop tôt pour en parler, trop tôt, mais ça serait peut-être sûrement un thriller politique. un thriller politique. Ouais. D'accord, vous viendrez nous en parler. Inch'Allah. Merci beaucoup d'être passé C'est moi qui vous remercie. et à très bientôt. Et pour une fois, j'ai envie de souligner un intervieweur qui a lu le bouquin. C'est très très rare. Non, mais Voilà. on ne conçoit pas à l'émission Auteur du livre faire venir inviter sans avoir lu son livre. Ah ben. C'est possible. Et encore, on aurait beaucoup de choses à dire sur le livre, mais étant donné qu'on est limité dans le temps, d'ailleurs, Hatim, il n'arrête pas de me montrer l'heure et de me dire, voilà, le temps est terminé, mais on aurait aimé discuter parce que il y a beaucoup de choses quand même à dire sur ce bouquin, il est profond, questions philosophiques, tout ce qui se passe, etc. Aux Comores, en France, dans la communauté comorienne, les Comoriens qui sont au Maghreb, etc. C'est un thème grand comme un océan. Donc voilà, merci beaucoup d'être passé et à très bientôt pour vos prochains projets peut-être. Oui. À très bientôt. Au revoir. Si pour ces efforts, continuer à mettre en exergue la culture livresque comorienne.